Alpes françaises, 9 mars 2002, c'est l'événement. Après 3 ans de travaux de reconstruction, le tunnel du Mont Blanc rouvre ses portes. Capteurs, détecteurs, abris pressurisés, sur ces 11 km 600, l'ouvrage dispose désormais d'équipements de sécurité high-tech pour accueillir plus de 5000 usagers quotidiens. Si le tunnel a été entièrement rénové, c'est pour tenter d'effacer une terrible tragédie. Car le 24 mars 1999, il a été le théâtre de l'une des plus grandes catastrophes autoroutières de l'histoire. Les premières heures, je disais, mais c'est un mauvais rêve, cet incendie, c'est pas possible, c'est pas possible. Dans le monde entier, on n'avait jamais noté qu'un incendie dans un tunnel routier fasse plus de 7 morts. Et d'un seul coup, on en a eu 39. Pourquoi les secours n'ont-ils pas pu intervenir? Quand on a une chaleur de plus de 1000 degrés, on a beau avoir des moyens de protection, on ne peut pas y aller. Comment un camion qui s'est enflammé pour une raison anodine a-t-il pu à lui seul créer une telle fournaise? Le camion était chargé de margarine. Ça donne une puissance calorifique absolument considérable. Il est impossible d'éteindre un feu de camion de ce genre. Quels dysfonctionnements ont intensifié la catastrophe? À un moment donné, les personnes ne voient plus suffisamment et ne peuvent plus trouver les issues de secours. Donc on agissait en aveugle et en sourd et muet. Grâce à des animations 3D inédites, nous allons revivre seconde après seconde ce scénario tragique. Les fumées deviennent tellement chaudes qu'elles rayonnent de la chaleur et vous ne pouvez pas rester en vie par-dessous. Nous allons partir à la rencontre de ceux qui ont vécu cette catastrophe au plus près. C'était une boule de feu de suite, je ne pouvais plus rien faire. On est plat ventre au sol et la tête sous les vestes. Mais aussi des plus grands spécialistes en la matière, ingénieurs, experts et pompiers. Le premier danger, c'est l'asphyxie. Et les fumées sont toxiques en premier lieu à cause du monoxyde de carbone. Pour comprendre comment le tunnel du Mont Blanc a pu se transformer en un brasier hors de contrôle. Chacun qui rentrait dans ce tunnel ne savait pas que les dés étaient pipés d'avance. Nous sommes dans les années 50, dans la vallée de Chamonix. À l'époque, rejoindre l'Italie depuis la France est un véritable cauchemar. La seule option est alors une route de montagne aussi sinueuse que dangereuse. Il faut compter plusieurs heures pour parcourir les 12 km qui séparent les deux frontières. À l'époque, il fallait franchir les cols, alors des Grands Saint-Bernard, du Petit Saint-Bernard, avec des contraintes très fortes l'hiver, puisque l'école était fermée, puisqu'il y a plusieurs dizaines de mètres de neige. Le 30 mai 1959, les ministres français et italiens des Travaux publics lancent un projet pharaonique, les travaux de percement du tunnel autoroutier du Mont Blanc. Avec ses 11 km 600, il sera alors le plus long tunnel au monde. Seulement ce gabarit hors norme en fera également un ouvrage particulièrement dangereux en cas d'accident. Donc c'était un pari fou, un pari complètement fou de réaliser cette percée sur 11 km 600 qui allait rejoindre la France et l'Italie. 11 km 600 qui passait sous la montagne la plus haute d'Europe. Creusé à 2 km sous terre dans du granit, il sera également le plus profond au monde. Lors de ce chantier titanesque, le défi des ingénieurs et des géomètres va être de faire en sorte que les deux équipes de creusement, celle située du côté italien et celle située du côté français, se rejoignent à mi-chemin sous la montagne. Comment pouvait-on fixer une bonne orientation venant de France et une bonne orientation venant d'Italie en étant sûr qu'on aurait un tunnel où les deux attaques se retrouveraient au centre de la montagne? À l'époque, en 1960, on n'avait pas des systèmes de GPS, de satellites qui permettent des mesures très précises de position. Donc, des alpinistes sont montés sur le Mont Blanc et ont fait de proche en proche, avec des piquets, avec des lunettes, des mesures permettant de relier l'un à l'autre. Une fois le tracé du tunnel précisément défini par les mesures des géomètres, il va donc falloir mettre en œuvre les travaux de creusement. Mais un premier problème se pose.
Le noyau de granit situé sous le Mont Blanc est beaucoup trop épais et résistant. Impossible donc d'utiliser un tunnelier comme ceux existants à l'époque. Alors pour forer le million de mètres cubes de roches séparant les deux pays, les ingénieurs vont faire appel à un jumbo, un échafaudage mobile équipé de 15 perforatrices à air comprimé. L'engin hors norme pèse 75 tonnes pour une hauteur de 3 étages. Donc ça ressemblait à un tunnelier, mais de manière beaucoup plus simple, où on creusait et on perforait, et ensuite on mettait effectivement de la dynamite pour faire exploser la roche. Une technique qui va s'avérer plus que délicate. Jean Martinetti, alors jeune chamoniard étudiant en génie civil, présent sur le chantier, se souvient. On chargeait les trous, on reculait le jumbo d'une 50aine de mètres, on faisait péter. Et là, c'était la partie de chantier la plus délicate parce qu'il fallait tout de suite renforcer les parois de la roche mise à nu par un boulonnage pour s'opposer au phénomène de décompression. Comme elle se trouve en présence de vide, elle se décomprime. Durant 3 années, près de 700 ouvriers français et italiens vont se relayer chaque jour sur le site. Ils vont assembler les 770 000 boulons, 6 900 fleurets, 300 tonnes de fer et 60 000 tonnes de ciment nécessaires pour bâtir puis soutenir la voûte. Chaque jour, les ouvriers avancent de 8 à 12 mètres. L'avancement du chantier a été remarquable. On ne peut pas dire qu'on ait progressé depuis, on ne va pas plus vite dans une roche de ce genre pour percer avec des trous à l'explosif qu'on ne l'avait fait à l'époque. Sur ce titanesque chantier du tunnel du Mont Blanc, les ouvriers évoluent dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut être là tout l'instant, des fois la nuit, travailler 2 jours consécutifs, quelquefois. C'est un peu les conditions de travail de nos ancêtres les mineurs dans le Nord ou ailleurs. À 2000 mètres sous la roche, les accidents sont très fréquents. Il faut dire qu'on n'y voyait pas trop clair non plus. Vous aviez des projecteurs, mais il faisait chaud, il y avait des vapeurs, enfin c'est glissant, il y a de la flotte, il faut faire attention un peu partout. En tout, 23 hommes vont perdre la vie sur le chantier suite à des éboulements et divers accidents. Personne ne s'en doute encore, mais ce ne seront malheureusement pas les seuls disparus du tunnel du Mont Blanc. Pour l'heure, le tunnel n'est pas encore fini. Au printemps 1962, les deux équipes ne sont plus qu'à une dizaine de mètres l'une de l'autre sous terre. Et enfin, le 14 août de la même année, après 3 ans de travaux, les ouvriers réussissent l'exploit de faire coïncider les 2 tranchées du tunnel avec une précision à peine croyable. Ils ont mis 3 ans pour creuser ce tunnel. Ils se sont rejoints en 62 avec 13 cm d'écart entre la galerie française et la galerie italienne, ce qui était extraordinaire pour l'époque. Ça, c'est toujours un peu miraculeux. C'est assez remarquable qu'ils aient fait des mesures assez précises pour qu'il n'y ait pas eu d'erreur. L'exploit est tel que le 16 juillet 1965, ce sont les chefs d'État de l'époque, le général Charles de Gaulle pour la France et Giuseppe Saragat pour l'Italie, qui inaugurent en grande pompe le tunnel routier le plus long du monde. Voilà vaincus les éternels obstacles que sont l'altitude et les neiges. La vocation première, c'était un lien entre les peuples, un lien vraiment entre le peuple français et le peuple italien. Il faut bien s'imaginer qu'on était quand même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et il y avait une volonté politique très forte de créer ce lien. En reliant Chamonix en Haute-Savoie à Courmayeur en vallée d'Aoste en Italie, il permet désormais aux usagers de traverser la frontière en un temps record et surtout de ne plus dépendre des 6 mois annuels de la fermeture hivernale des cols alpins. Traverser du Mont Blanc aujourd'hui, c'est à 60 km/h, c'est 12 minutes.
Dès son ouverture, le tunnel du Mont-Blanc connaît une très forte affluence. Chaque jour, les automobilistes sont près de 5000 à l'emprunter pour traverser la frontière. Et cet engorgement au sein du tunnel augmente petit à petit les risques d'accident. D'autant que très vite, cet ouvrage initialement conçu pour faciliter la vie des vacanciers est également accessible aux entreprises de transport routier. Il faut dire qu'il représente un véritable gain de temps et d'argent pour les livraisons transalpines. C'était une véritable révolution et un nouvel axe économique majeur entre la France et l'Italie, et pas seulement d'ailleurs, ça allait au-delà entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et en quelques années à peine, le trafic des camions de marchandises représente à lui seul 40% des traversées. Petit à petit, la circulation s'est densifiée, les camions sont devenus des camions gros porteurs. Entre les 5 premières années, 65-70, et puis 90-95, on a multiplié par 7 le nombre de camions. Durant les années 90, ils sont près de 800 000 camions à transiter chaque année par le tunnel. Ce trafic commence à rendre l'air de moins en moins respirable, et surtout le danger de plus en plus présent. Lors de sa construction, personne n'avait anticipé les conséquences de ce succès sur la sécurité du tunnel. Il n'y avait pas de normes de sécurité. Ou tout du moins, personne ne pensait qu'il y aurait un tel trafic après. Il répondait aux normes de sécurité d'époque, mais le trafic n'était pas du tout le même. C'est le tunnel le plus étroit des Alpes, 7 mètres de chaussée. Et à force de mettre des camions, moi je me souviens, on prenait le tunnel, mais on se disait vivement qu'on sorte parce que c'est pas possible. Des normes de sécurité quasi inexistantes, des dispositifs trop peu souvent testés, un tunnel étroit. Autant d'éléments qui expliqueront la catastrophe à venir. Gilbert de Grave le sait mieux que personne. À l'époque, il est routier. Pour effectuer ses livraisons, le chauffeur belge emprunte le tunnel plusieurs fois par mois. Une traversée qui vire chaque fois à l'épreuve de force. C'était un peu spécial, le Mont Blanc, comme on disait toujours. C'est l'ascension pour arriver, tout ça, il fallait connaître. Il ne fallait pas mettre un débutant non plus avec un poids lourd là-dedans. C'était constamment des voitures, des camions qui descendaient vers la France et nous vers l'Italie et vice-versa. Il fallait toujours faire très attention. C'est pour ça qu'ils ont appelé à un certain moment que c'était le boyau de la mort. Le boyau de la mort, un surnom qui fait froid dans le dos. Il faut dire que les routiers, maintenus dans une forme de compétitivité permanente, ne respectent plus les distances de sécurité, ni les limitations de vitesse. Cette affluence a également des répercussions sur l'atmosphère générale du tunnel. Lorsque le trafic a augmenté, quand on traversait le tunnel, on voyait bien, on sentait bien que l'air n'était pas très propre. Pourtant, en milieu confiné, la gestion de l'air est plus que primordiale. Elle est vitale. Pour pouvoir y respirer convenablement, il faut maintenir un bon système d'aération. Bien sûr, il faut une ventilation pour qu'à l'intérieur de ces 11 km 600, on ait un air qui soit respirable et dans lequel il n'y ait pas de polluants. Avec le tunnel du Mont-Blanc, les ingénieurs sont confrontés à un autre problème. Comment assurer la bonne évacuation de l'air à 2000 mètres sous terre? Le tunnel du Mont-Blanc est le seul tunnel qui n'a pas de puits d'aération qui débouche au-dessus des montagnes. Vous pouviez aérer que par l'entrée ou par la sortie. Voici le système de la gestion de l'air imaginé par les ingénieurs du tunnel. Il s'agit d'un système de ventilation dit semi-transversal. De l'air pur est injecté par des bouches d'aération réparties tout au long de la chaussée. L'air vicié, quant à lui, est chassé vers l'extérieur du tunnel par des bouches d'aspiration réparties sur la voûte du tunnel. Le tunnel dispose aussi d'un système d'urgence, prêt à se déclencher en cas d'alerte. En tunnel, il y a un événement qui est très redouté, c'est l'incendie. Puisque les fumées ne vont pas pouvoir s'échapper comme elles le font à l'air libre, elles vont rester à l'intérieur du tunnel. Et donc, il va y avoir un besoin de ventiler le tunnel. Dans le cas d'un incendie, c'est le système d'extraction de l'air vicié du tunnel qui devra servir de réseau de désenfumage, c'est-à-dire d'aspiration des fumées.
Il aspirera les fumées grâce à des trappes réparties en voûte du tunnel et renvoyées vers l'extérieur par des gaines d'air viciées situées sous la chaussée. Les usagers, quant à eux, peuvent trouver refuge dans 15 abris, accessibles tous les 600 mètres. Mais ce dispositif sera-t-il suffisant en cas d'incendie? En 34 ans, seulement 2 simulations ont été organisées dans le tunnel du Mont Blanc, comme celle-ci, datant de 1975. L'opération a parfaitement réussi. Il s'agissait de vérifier l'efficacité des dispositifs de sécurité. Mais à l'aube de l'an 2000, ces équipements mis en place il y a plus de 3 décennies ont sérieusement vieilli. Le tunnel est resté le même. Donc, côté service d'incendie et de secours, le tunnel, pour nous, était une source d'interrogation, voire de doute, voire de crainte. Même si en 34 ans, aucun accident grave n'a jamais été à déplorer dans le tunnel, ces doutes et ces craintes vont malheureusement s'avérer justifiés très bientôt. « 24 mars 1999. Le printemps fait timidement son apparition sur la vallée de Chamonix. C'est une journée de temps dégagé qui s'annonce. Le routier belge Gilbert Degrave s'apprête à partir de Bourg-en-Bresse pour effectuer une livraison vers Parme, en Italie. Un exercice de routine pour le chauffeur qui a 25 ans de métier derrière lui et aucun accident important à déplorer. En partant de Bourg-en-Bresse à Parme, où je devais décharger, j'avais que pour 6h30 de conduite, donc 7h on va dire. Donc j'étais à mon aise. Première étape, la zone de régulation, située à 20 km de Chamonix, où le chargement de son camion va être contrôlé. Avant d'arriver au tunnel, de chaque côté, aussi bien côté français que côté italien, tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent se présenter sur nos aires de régulation. Pour traverser le tunnel, il est interdit de transporter des matières dangereuses comme par exemple du gasoil, de l'ammoniac ou du dioxyde de carbone liquéfié. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du routier belge. La cargaison de son semi-remorque contient 9 tonnes de margarine et 12 tonnes de farine, destinées à de la marchandise de boulangerie. Je ne sais pas combien de fois j'ai été, mais j'ai été plusieurs fois, peut-être 40, 50 fois. Chargé avec de la margarine et de la farine, préparée pour faire du pain. Moi, j'ai jamais eu de problème. Vers 10h30, il emprunte la rampe d'accès qui mène au tunnel du Mont Blanc. Et lorsqu'il passe le portail de sécurité, son camion est autorisé à pénétrer dans le tunnel. C'est pourtant cette marchandise anodine qui va être à l'origine d'un brasier incontrôlable. Il est environ 10h46 lorsque le semi-remorque frigorifique passe le péage du tunnel du Mont Blanc du côté français. Moi, j'ai pris mon ticket. Moi, je suis entré dans le tunnel tout à fait normalement. 10h48. Alors qu'il n'a parcouru que 2 km dans le tunnel en direction de l'Italie, Gilbert Degrave réalise que des conducteurs arrivant en sens inverse lui font des appels de phare répétés. Là, j'ai eu des appels de phare. Alors, je me suis quand même posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal, ça. Automatiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on appelle de phare? J'ai regardé mon tableau de bord, il n'y a rien qui s'indiquait pour dire qu'il y avait un problème, rien. Arrivé au kilomètre 6, c'est-à-dire au beau milieu du tunnel, Gilbert Degrave réalise que de la fumée se dégage de son propre camion. J'ai regardé dans le rétroviseur à droite et j'ai vu qu'il y avait de la fumée qui se dégageait. C'est bizarre. Le chauffeur comprend que la situation est critique. À cet instant, il ne voit pas d'autre solution que d'immobiliser son camion. Donc, il s'arrête, il panique. Je suis descendu du camion pour regarder d'où cette fumée se dégageait.
Et sur l'entrefait que j'étais entre la cabine et la remorque, je voyais la fumée qui sortait du dessous de ma cabine. Ce que le routier ignore à cet instant, c'est que le fait d'arrêter son camion va accélérer la combustion de l'incendie. L'air du tunnel faisait que, en passant par-dessus, le carburant ne s'enflammait pas. Quand le camion s'est arrêté, alors là, brutalement, les vapeurs de carburant se sont enflammées. Alors comment ce camion a-t-il pu s'embraser en si peu de temps? Première hypothèse, le turbo du camion aurait explosé à cause du dénivelé à gravir lors de l'ascension de la rampe qui mène au tunnel. Au tunnel, on fait 600 mètres de dénivelé, d'altitude, en une vingtaine de kilomètres. La rampe est à 7%. Tous les incendies ou les départs de feu ou les explosions de turbo dans le tunnel du Mont Blanc, depuis qu'il existe, c'est dû au fait de cet échauffement des moteurs. Seconde hypothèse, le filtre à air aurait souffert d'un vice de conception. Mais surtout, une dernière expertise affirme que le filtre se serait enflammé à cause d'un mégot de cigarette jeté par un autre véhicule et qui aurait été aspiré par le camion de Gilbert de Grave, plus d'1 kilomètre avant son entrée dans le tunnel. Quelle qu'en soit la cause, à cet instant, il faut réagir. Face à son camion qui s'embrase, le routier se précipite vers son extincteur accroché dans sa cabine. J'ai même pas eu le temps. Donc je ne pouvais plus rien faire. C'était une boule de feu de suite. Il a vu des flammes sortir sous son fauteuil. Bon, Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y avait qu'une solution. Hein. Une seule solution, s'enfuir. Il est 10h53. Gilbert de Grave se met à courir vers la sortie italienne. Quelques secondes plus tard, la cabine s'enflamme et transforme le tunnel en un terrible brasier. J'ai prévenu la France comme quoi que le camion était en feu. Il n'y avait personne qui a répondu. Effectivement, aussi incroyable que cela puisse paraître, côté français, le régulateur du tunnel, l'homme chargé de la sécurité de l'ouvrage, a quitté son poste au même instant. Puisque le camion se trouve à mi-chemin sous le tunnel, tous les espoirs reposent désormais sur le régulateur italien. Mais là aussi, il y a un problème. côté italien, le système d'alerte incendie et de désenfumage était désactivé. Autant d'éléments qui aggravent la situation de seconde en seconde, alors que les équipes du tunnel devraient lancer les procédures d'urgence. Dans un incendie, c'est les premières minutes qui sont cruciales. On a 5 ou 10 minutes pour évacuer. Les services de sécurité français et italiens n'étant pas informés de l'incendie, des véhicules continuent de s'engouffrer comme si de rien n'était de chaque côté du tunnel. Les conducteurs ignorent alors qu'ils s'engagent dans un véritable piège mortel. Chacun qui rentrait dans ce tunnel ne savait pas que les dés étaient pipés d'avance. Gilbert de Grave arrive sur la plateforme italienne où il est pris en charge par des pompiers. À ses côtés, quelques rescapés ont également réussi à sortir sains et saufs. Au départ, moi j'ai vu des flammes, il y avait des cris, des hurlements et des coups de klaxon infernales, comme si ça bouchonnait ou des gens qui voulaient forcer le passage. Je sais qu'il y en a un qui m'a dit « Vous avez eu beaucoup de chance, monsieur, vous êtes vivant ». À 10h54, l'alerte est finalement donnée par un automobiliste à une borne d'appel. L'alarme retentit au centre de secours principal de Chamonix et une première équipe de pompiers part immédiatement sur les lieux. Quelques instants plus tard, Guy Salvetti, alors jeune sapeur-pompier volontaire, arrive à la caserne. Je passe par hasard à la caserne, une petite visite de courtoisie comme j'avais l'habitude de faire. Et on me dit « Guy, reste là, il y a le fourgon qui est parti pour le tunnel ». À 10h55, 7 longues minutes après l'apparition des premières fumées, le péage français est enfin fermé. Il faudra attendre 1 minute de plus pour que le péage italien ferme à son tour. À cet instant, impossible de savoir combien de personnes se trouvent à l'intérieur du tunnel. 10h57. La fumée a déjà atteint plusieurs kilomètres de voies.
Elle voile toutes les caméras de surveillance. Les premiers pompiers partis dans le tunnel demandent du renfort. Ils sont dépassés par l'ampleur de la fumée qui se dégage dans l'ouvrage. Ça avait l'air de monter en puissance et tout d'un coup, on a eu les premiers messages du fourgon qui pénétrait dans le tunnel du Mont-Blanc. On a très vite senti que la situation se dégradait. La première équipe les alerte. Elle est piégée dans le tunnel, mais surtout, elle ne dispose que de 7 masques à gaz pour 5 pompiers. La décision est donc prise d'envoyer un second fourgon, malgré une visibilité très réduite. À un moment donné, les personnes ne voient plus suffisamment et ne peuvent plus trouver les issues de secours. Elles ne sont pas pour autant en danger de mort immédiat, mais elles sont bloquées. Autre élément aggravant, la météo. En temps normal, le courant d'air naturel aurait soufflé de la France vers l'Italie, en expulsant ainsi les fumées. Mais ce 24 mars 1999, la situation est exceptionnelle. Le Föhn, un vent sec, s'est levé et pousse les fumées en sens inverse, vers la tête française de l'ouvrage, empêchant les pompiers d'avancer. La vallée de Chamonix subit régulièrement le vent du Föhn. Le Föhn rentre dans le tunnel et vient pousser l'air naturel et du coup cantonne les fumées, quoi. Le vent qui peut souffler à une tête, dans certains cas, peut créer des courants d'air très très forts. Donc c'est pour ça que les fumées sont parties côté française, nous rendant la tâche plus difficile. Face à l'amplification du feu, une seule solution. Activer en urgence le système de désenfumage du tunnel, autrement dit de l'extraction des fumées. L'objectif du désenfumage, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fumée à tout endroit où des personnes peuvent se trouver. Mais le système de désenfumage de l'ouvrage n'est pas assez puissant. Les fumées deviennent alors de plus en plus denses et inondent le tunnel à cause des gaines qui n'aspirent pas assez rapidement les fumées du poids lourd en feu. Un camion de 40 tonnes, ça dégage 100 à 200 mètres cubes secondes de fumée. Le tunnel est capable d'évacuer 25 à 30 mètres cubes secondes, donc voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Arrivé sur la plateforme française, le colonel Jean-Guy Laurent, directeur départemental des pompiers de Haute-Savoie, cherche à analyser la situation afin de déployer au mieux ses équipes. Mais il va découvrir que les moyens techniques de sécurité du tunnel sont complètement inadaptés. Je vais voir le représentant de la société française, je vois des écrans de télé et je lui demande d'avoir les minutes qui ont précédé le sinistre. Tout ce qui concernait caméras de surveillance, tout a été non accessible, quoi. Disparu ou effacé, je sais pas, mais aucune trace. Les moyens de communication ne marchaient pas non plus, ça les avait sautés, brûlés. Donc on agissait en aveugle et en sourd et muet. L'ordre est alors donné au service technique italien d'inverser la ventilation longitudinale, c'est-à-dire dans le sens horizontal, pour que les fumées se dirigent vers la tête italienne du tunnel. On a commencé à essayer de se coordonner avec le côté italien, de manière à pouvoir essayer d'avancer. Donc on a demandé l'inversion de la ventilation, puisque la fumée nous arrivait, on avait 6 km de fumée côté France. On va utiliser donc des accélérateurs. Alors les accélérateurs, c'est ces ventilateurs qui sont accrochés au plafond des tunnels. Donc ces accélérateurs appliquent une force, une poussée sur l'air du tunnel. Ce dispositif doit être plus puissant que le courant d'air longitudinal naturel, puisque c'est ce dispositif qui va permettre d'optimiser les conditions d'intervention des sapeurs-pompiers, les conditions de survie des usagers qui sont encore dans le tunnel. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. Les Italiens sont censés actionner la ventilation pour aspirer les fumées de leur côté et ainsi permettre aux sauveteurs de pénétrer côté français. C'est l'inverse qui se produit. Ils soufflent l'air en direction de l'incendie. Il y a eu une mésentente
entre les deux parties prenantes, italiennes et françaises, où les Italiens ont soufflé, les Français aspiraient. Et on a compris que le feu avait été attisé par de l'air frais venant d'Italie. Le feu s'est déclaré il y a environ 30 minutes maintenant. À cet instant, on ignore toujours si d'autres usagers sont restés coincés dans le tunnel. Seule certitude, plusieurs pompiers doivent être évacués en urgence. Moi, mon premier souci, c'était de dégager ceux qu'on avait identifiés, localisés. La seule mission qu'on se donnait, c'était de récupérer nos collègues. Alors, malgré le danger, une seconde équipe pénètre en camion dans l'ouvrage pour leur venir en aide. Mais l'épaisseur de la fumée va bientôt les obliger à avancer totalement à l'aveugle. Alors la fumée, déjà, elle était très grasse, très noire. De la visibilité au début du tunnel, et lorsqu'on franchit cette sortie de cheminée, un rideau de fumée noir, épais et le noir. On voyait rien, le camion, tantôt il tapait à droite, tantôt il tapait à gauche. On ne savait pas où on était, on savait qu'on était dans le bon sens de circulation, c'est tout ce qu'on savait. Pour s'approcher de leurs collègues, les pompiers savent qu'ils menacent potentiellement la vie d'autres victimes. S'il y a des usagers sur la voie, ils risquent de passer dessus, donc on se posait quand même des questions relativement fortes. Contraints d'avancer totalement à l'aveugle, les soldats du feu changent de stratégie. Quand on a une fumée qui est d'une densité telle qu'on ne voit pas sa propre main, on perd tout sens de l'orientation. Les pompiers n'ont alors qu'une seule solution. On a fait le choix de monter sur le trottoir et de frotter plus ou moins le parement du tunnel pour qu'il nous serve de rail. Le temps presse. Les pompiers de la première équipe se sont réfugiés dans l'un des abris anti-feu du tunnel. Mais sont-ils réellement en sécurité? Le premier danger, c'est l'asphyxie. Les fumées sont toxiques en premier lieu à cause du monoxyde de carbone. L'incendie tue plus par les fumées que par la chaleur. C'est l'asphyxie, d'abord des membres inférieurs, puis la perte de conscience et puis la mort. Et la fumée n'est pas le seul risque. La chaleur devient également insoutenable au sein de l'ouvrage. À l'époque, Michel Marek, ingénieur des ponts et chaussées, est directeur du centre d'études des tunnels. Le jour du drame, il est chargé d'une mission d'enquête par le ministre des Transports. Pour lui, quiconque est resté piégé dans cette fournaise est forcément condamné. Quand le feu se développe, les fumées deviennent tellement chaudes qu'elles rayonnent de la chaleur et vous ne pouvez pas rester en vie par-dessous. Lorsqu'on va chercher une tarte dans un four à 250 degrés, on met un gant et on ne fait qu'un aller-retour. Quand on a une chaleur de plus de 1000 degrés, on a beau avoir des moyens de protection, on ne peut pas y aller. D'autres éléments permettent d'expliquer cette soudaine montée de chaleur. Pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer, nous avons reconstitué en 3D le camion de Gilbert Degrave. Au moment de l'incendie, son réservoir est rempli de plusieurs centaines de litres de carburant, mais surtout son camion n'est pas un camion ordinaire. C'est un camion frigorifique. Déjà, le camion a deux moteurs. Le moteur de translation, un diesel, et le moteur pour le froid, le frigo dedans. La caisse est en polyuréthane, donc matériau extrêmement inflammable et dégageant des gaz toxiques. Pourtant, même frigorifique, un camion ne peut pas provoquer un tel incendie à lui seul. L'explication se trouve à l'arrière de ce semi-remorque de 40 tonnes qui transportait 12 tonnes de farine et 9 tonnes de margarine enveloppées dans du polystyrène. Le camion était chargé de margarine, c'est de l'huile. Dès qu'elle chauffe un peu, elle devient liquide, cette margarine, et ça donne une puissance calorifique absolument considérable. Et donc ça explique l'intensité très importante de l'incendie. On l'ignore alors, mais en cas d'incendie, un camion chargé de margarine est plus dangereux qu'un pétrolier de 30 tonnes. Il est impossible
d'éteindre un feu de camions de ce genre. Avec une température avoisinant les 1000 degrés dans le souterrain, les murs en béton se fissurent, la voûte s'affaisse et même le revêtement du sol en goudron commence à fondre. On a fait venir des renforts et les véhicules qui revenaient avec de la suie qu'on a pu prélever. On a dit c'est pas possible, c'est le goudron qui brûle. Et pour que le goudron brûle, il faut des centaines et des centaines de degrés. Donc un feu d'une très grande intensité qui dure très longtemps. Jamais un tel phénomène n'avait été observé dans un tunnel. Le cœur de l'incendie est donc toujours totalement inaccessible. La chaleur ne se dissipe pas naturellement puisqu'elle est confinée dans le tunnel. Et très rapidement, au bout de quelques minutes, vous avez une élévation de température à proximité du sinistre et puis progressivement, ça se propage. Après leur traversée dans un tunnel plongé dans l'obscurité la plus totale, l'équipe de Guy Salvetti trouve enfin le sas où se sont réfugiés leurs confrères Claude et Georges, dit Jojo. Il y avait un sas avec nos 2 collègues inconscients allongés. Les pompiers comprennent que les abris anti-feu ne sont pas pressurisés. À cause de leur manque d'étanchéité, les fumées parviennent à s'infiltrer dans l'habitacle. Le débit d'air frais n'était pas assez important et il se chargeait en air vicié, quoi. Ces abris ne sont pas non plus reliés à une galerie d'évacuation. Ils sont pris au piège dans un four, sous 2 km de montagne. Il faut donc trouver de toute urgence une solution de repli. Quand ils ont vu que les fumées rentraient dans l'abri, ils ont été chercher un site un peu plus sûr. Ils ont trouvé un conduit qui permet de dégager de l'air au niveau du sol. Donc l'urgence a été de mettre en sécurité Jojo et Claude. On les tire comme des sacs, quoi, pour les ramener sur ce trou, pour leur donner de l'air frais le plus rapidement possible. L'air dans le tunnel devient irrespirable. La fumée est de plus en plus opaque. Elle progresse désormais à 4 mètres par seconde. On est à plat ventre sur la chaussée et on a tous enlevé nos vestes. On se les a toutes mises sur nos têtes et on s'est fait un couvercle avec l'amas de vestes sur nous. Donc on est à plat ventre au sol et la tête sous les vestes. Avec leur cuir, ils ont fait un espèce d'habitacle, ils ont pu respirer là-dedans. Cela fait maintenant 3 heures que les pompiers survivent sur une bouche d'aération en plein cœur du tunnel. Je me dis qu'on a atteint le niveau maximum. Les premières heures, je disais, mais c'est un mauvais rêve, cet incendie, c'est pas possible, c'est pas possible. Heureusement, en fin de journée, les conditions météo redeviennent favorables. Le vent de Chamonix, le Föhn, retombe et évacue les fumées vers l'Italie. Les pompiers vont enfin pouvoir secourir leurs collègues. Et le soir, le feu a tombé et donc les fumées se sont inversées et sont reparties côté italien. Ce qui nous a permis d'aller sauver nos collègues sapeurs-pompiers. Il est 16h40. Après 5 heures d'attente interminable, les pompiers sont enfin évacués. Je pensais pas qu'on était resté 4-5 heures dans le tunnel. On était noirs, on était plus blanc de peau, on était noir de peau, de suie, voilà. Malheureusement, l'adjudant Georges Tosello et le caporal Claude Wirtner sont dans un état critique. Donc ils traitent Jojo et Claude. Claude part même en hélicoptère et Jojo est déclaré mort à la sortie du tunnel. Il est mort par asphyxie lente. Je ne saurais pas comment le décrire, mais c'est aussi une frustration, c'est de se dire qu'on est là pour aller chercher les gens et les sauver, mais malgré tout, derrière, on part quand même en ambulance et on se retrouve victime. Et ça, ça passe mal. Les pompiers ne sont pas parvenus à s'approcher du foyer de l'incendie. En fin de journée, les équipes de sauvetage savent qu'un camion a pris feu, mais elles ignorent toujours tout de l'étendue réelle des dégâts.
L'incendie ne diminuant pas d'intensité, on a dit c'est pas possible, il n'y a pas qu'un poids lourd, il y a autre chose. À partir de 17h, hommes politiques et journalistes arrivent sur place et cherchent à en savoir plus. Mais la confusion est totale, notamment sur le nombre estimé des victimes. Sous le tunnel du Mont Blanc, un camion s'est enflammé, provoquant un terrible incendie. Le préfet de Haute-Savoie vient de confirmer à l'instant que 4 personnes ont été tuées, dont un pompier. Des premiers bilans très éloignés de la réalité. Le feu s'est déclenché il y a près de 10 heures maintenant. Comment savoir combien de personnes sont réellement coincées sous le Mont Blanc? Dans la soirée, un employé épluche les listings informatiques de ce 24 mars. Selon ses calculs, une trentaine de véhicules est entrée dans le tunnel et n'en est pas ressortie. La presse, les journalistes étaient très anxieux d'avoir des nouvelles. Et dans les premiers jours, moi-même, je ne voulais rien dire tant que je n'avais pas une idée de ce qui avait pu vraiment se passer. Tant que les pompiers n'auront pas pénétré dans le tunnel, aucune réponse précise ne pourra être apportée. Le 25 mars, au lendemain du départ du feu, alors que la fumée est moins dense, les sauveteurs parviennent à progresser peu à peu dans le tunnel et refroidissent l'ouvrage grâce à des lances à eau. On a fait donc une colonne pour aller côté italien et cette colonne a progressé en refroidissant la voûte progressivement jusqu'au lieu du sinistre. Cette lutte acharnée contre les flammes aura duré en tout 53 heures. Le 26 mars, vers 16h, soit plus de 2 jours après le début de l'incendie, les secours peuvent enfin pénétrer dans le tunnel. Et là, ils ont découvert l'immensité de la catastrophe. Lorsqu'ils atteignent le lieu du sinistre, au kilomètre 6, c'est la stupeur. Après l'extinction, au bout de 3 jours, nous, on a eu le droit d'aller sur le point zéro, le départ du sinistre, de se rendre compte de l'ampleur, de voir la voûte détruite, les carcasses de camions complètement réduites à l'état de ferraille. Il n'y avait plus d'habillage, il n'y avait plus rien. Ça a mis en exergue ce qu'on redoutait, et même pire que ça. Pire que ça, ce sont une trentaine de carcasses de voitures et autant de victimes qui se matérialisent sous les yeux des pompiers. Je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de véhicules et autant de victimes. Un four, donc voilà, je crois que le terme est suffisamment évocateur. On a découvert un four où il y avait des carcasses de véhicules et des restes humains particulièrement disséminés où il en restait très peu. En découvrant la position des véhicules et des corps au sein du tunnel, les enquêteurs reconstituent le déroulé de cette catastrophe et comprennent ce qu'ont enduré les victimes. Les premières victimes qu'on a trouvées, c'était des victimes qui étaient au fin fond de la queue qui s'était formée et qui essayaient de trouver un abri. Mais les fumées vont plus vite qu'un homme qui court. L'asphyxie était inévitable. La plupart des passagers ont perdu la vie dans leur voiture, intoxiqués en quelques minutes par le monoxyde de carbone rejeté par les fumées de l'incendie. D'autres ont tenté de fuir, mais privés d'oxygène, le moteur de leur véhicule s'est arrêté. Les gens qui étaient dans les voitures ne voyaient pas ce qui se passait. Ils voyaient des véhicules arrêtés devant eux et ils n'ont vu la fumée les envahir qu'au dernier moment. S'ils avaient quitté leur véhicule tout de suite, ils auraient pu s'éloigner et peut-être avoir une chance de s'échapper ou d'aller dans des refuges qui étaient plus loin de l'incendie. Il est absolument clair qu'aucune personne n'a été, excusez-moi du mot, crématisée. Enfin, voilà. Heureusement pour elles, donc elles sont toutes mortes asphyxiées. L'incendie a été détecté à 11h moins 10, moins le quart. Bon, compte tenu, à 11h05, 11h10, il n'y avait plus personne. 39 personnes ont péri dans les flammes ce 24 mars,
dont un pompier français et un secouriste italien. Un tragique record. Avant l'incendie de 1999 dans le tunnel du Mont Blanc, dans le monde entier, on n'avait jamais noté qu'un incendie dans un tunnel routier fasse plus de 7 morts. 7 morts, et d'un seul coup, on en a eu 39. Ça a marqué nos consciences, et ça a marqué, à titre personnel, ça a marqué ma carrière, c'est sûr. Ça m'a marqué aussi affectivement, parce que je ne suis qu'un être humain. J'ai dû aller annoncer à la veuve le décès de son mari. Je ne suis pas rentré dans les pompiers pour ça, mais j'ai dû le faire. Et donc, voilà, c'est une pierre noire pour les pompiers. Le tunnel du Mont Blanc, fleuron de la technologie et du génie civil français et italien, semblait indestructible. Mais cette montagne abritait en fait un colosse aux pieds d'argile. La catastrophe, elle n'était pas annoncée, mais elle était redoutée. Moi, j'étais un peu en colère, quoi. À l'aube de l'an 2000, qu'il y ait des accidents, oui, mais les catastrophes comme celle-ci, non. Après le chaos, il faut tenter de comprendre comment ce camion a pu prendre feu et provoquer un tel brasier. Mais aucune enquête n'apportera de réponse précise. Il y a eu des experts, des contre-experts, des batailles d'experts. Et à ma connaissance, l'origine du feu n'a jamais été déterminée avec exactitude. Je me pose encore toujours cette question. Comment ça se fait que ce camion a pris feu? C'est un ensemble d'événements qui sont superposés et qui, comme toute catastrophe, à un moment donné, c'est la goutte de trop qui a fait déborder le vase. À présent, un nouveau défi de taille attend les ingénieurs. Il faut rebâtir l'ouvrage et revoir entièrement son dispositif de sécurité. Dans les semaines qui suivent la catastrophe, d'importants travaux sont lancés. Des travaux qui nécessiteront la fermeture du tunnel pendant 3 ans. Ils ont investi près de 400 millions d'euros pour reconstruire un tunnel. Il a fallu reconstruire une partie de la voûte, une partie de la dalle. Mais moderniser un tunnel aussi complexe et ancien que celui du Mont Blanc demande des aménagements spécifiques. L'ouvrage est désormais piloté par un système très sophistiqué. La gestion technique centralisée, c'est un peu le cerveau du tunnel du Mont Blanc. Avec quelques clics, on va pouvoir piloter l'ensemble des équipements. Par un certain nombre de capteurs qui sont présents dans le tunnel, des opacimètres, on a 157 caméras vidéo qui filment en permanence l'ouvrage. Les travaux de rénovation et de sécurité ont également permis la création de 37 abris pressurisés tous les 300 mètres, contre 600 mètres à l'époque. Des abris bien plus sophistiqués qu'auparavant. On a réalisé des abris creusés dans la paroi, bien séparés du tunnel par des doubles portes, par des sas, et surtout reliés à une galerie d'évacuation des personnes, qui est une galerie qu'on appelle la galerie de sécurité. Mais ce n'est pas tout. Le dispositif des pompiers a lui aussi été sérieusement renforcé. À l'époque de la catastrophe, un seul soldat du feu assurait la sécurité du site. Ils sont désormais 12 pompiers basés 24 heures sur 24 aux abords du tunnel. Il est très important, je dirais, d'intervenir vite et massivement. C'est pour ça qu'on a donné aux pompiers du tunnel du Mont Blanc des outils qui sont hyper perfectionnés. Pour n'en citer qu'un seul, c'est le Proteus. C'est des camions qui sont, je dirais, uniques au monde. Ils ont été développés pour le tunnel du Mont Blanc. Le Proteus possède un réservoir hors norme qui peut contenir jusqu'à 12 000 litres d'eau, 3 fois plus que le camion précédent. Il possède 2 lances surpuissantes et peut être conduit sans visibilité grâce à un radar et des caméras thermiques. Un engin époustouflant de technologie. Mais l'innovation la plus importante concerne l'un des éléments primordiaux du tunnel. Ce qui a vraiment été un changement fondamental, c'est la mise en œuvre des systèmes de contrôle du courant d'air.
En se basant sur la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, les ingénieurs vont concevoir le système nommé Point Zéro, qui permet d'éviter que les fumées ne se répandent en cas d'incendie. Pour faire ça, on va mettre en surpression le tunnel de part et d'autre de l'incendie. On va le gonfler, finalement, pour faire en sorte que les fumées restent confinées dans une zone la plus petite possible au droit de l'incendie. Une fois les fumées stockées à l'endroit souhaité par les ventilateurs, elles sont aspirées par des trappes réparties en voûte. On a en partie haute les fumées chaudes, et puis en partie basse, sur à peu près 2 mètres de hauteur, ou même un peu plus, une zone dans laquelle on a de l'air frais. Et donc dans cette zone, les personnes vont pouvoir sortir de leur voiture, marcher jusqu'aux issues de secours, et donc évacuer, sortir du tunnel. La catastrophe du Mont Blanc aura permis de prendre conscience de tous les dangers que représentent les tunnels. 2 milliards d'euros ont été investis pour remettre aux normes des ouvrages français et européens, tels que le tunnel de Fourvière à Lyon, celui de la Défense à Paris ou encore celui du tunnel sous la Manche. Ce qu'on pourrait craindre, c'est toujours l'effet de routine. Au bout de 10, 20, 30 ans, 40 ans, quand vous n'avez aucun événement grave, vous avez tendance à dire « tout va bien ». Donc, notre préoccupation, c'est de tout faire pour que les exploitants de tels tunnels restent vigilants et sans cesse imaginent le pire. Restez vigilants et imaginez le pire pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Une catastrophe hors de contrôle.